Bonjour à tous, je suis très heureux et un peu triste aussi de vous retrouver pour la dernière vidéo de cette série sur Kubrick, avec son dernier film donc, Eyes Wide Shut. Alors je dis un peu triste, c'est une bonne tristesse entre guillemets parce que ça a été un vrai plaisir de faire cette série. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que à la fin de cette vidéo, à la fin de l'analyse, il y aura une petite surprise. C'est pour ça qu'elle est un peu plus longue, je vous en reparle plus tard. Et donc c'est le dernier film de Kubrick, son 13e, dans lequel il va mettre en scène le couple Nicole Kidman-Tom Cruise, qui est aussi un couple public d'ailleurs, qui va se séparer peu de temps après la sortie du film, et un peu comme dans Orange Mécanique, il va remettre en question la société, mais cette fois-ci pas du tout d'un point de vue politique, mais plutôt d'un point de vue social. C'est un film qui fait tomber les masques, comme je le dis dans mon titre. Aujourd'hui on parle du dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Alors comme vous commencez peut-être à en avoir l'habitude maintenant, on commence régulièrement les analyses par étudier la structure du film. Et là c'est plus que jamais intéressant, je trouve. J'aimerais bien d'ailleurs un jour faire uniquement une vidéo sur la structure d'Eyes Wide Shut, parce que je la trouve géniale. Et déjà pour une simple raison, c'est qu'elle reprend un peu toutes les structures dont on avait déjà parlé sur ces autres films. On peut déceler 4 parties, comme pour 2001. On a d'abord une introduction dans le couple, une vraie réflexion dont on reparlera plus tard. Puis après 35-40 minutes, on a cette nuit, la fameuse nuit. C'est presque le moment que tout le monde retient d'Eyes Wide Shut. Ensuite on a le lendemain. Et puis dans la dernière demi-heure, les révélations. On comprend un peu plus ce qu'il s'est passé. Donc ça c'est la structure en 4 parties, mais c'est pas la plus évidente, puisque la plus évidente c'est celle en 2 parties, comme ce qu'on avait déjà pu voir sur Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining et même Full Metal Jacket. On a un film qui est divisé en deux, et ce qui nous permet de voir ça, c'est la rupture justement entre ces 2 parties. Et cette rupture, c'est la scène d'orgie, je sais pas comment l'appeler autrement. C'est assez évident quand on le regarde que tout change à partir de cette scène, qui se trouve d'ailleurs en plein milieu du film, encore une fois. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué plusieurs fois auparavant, mais là, plus que pour n'importe quel autre film, c'est ce qui change complètement l'histoire, c'est le point de bascule. Et dans la seconde partie, tout ce dont il est question est lié à cette scène précise. Et d'ailleurs, comme pour Orange Mécanique, chaque scène de la première partie trouve un écho dans la seconde. Et c'est comme si on avait au milieu un miroir déformant. On a presque les situations inverses à chaque fois. Et finalement, c'est assez unique comme structure, parce que toute l'attention est liée à cette scène du milieu. C'est l'apogée du film. Ce qui est assez rare, souvent l'apogée du film c'est quelques minutes avant la fin. Et de ce point de vue, c'est une structure qui s'oppose complètement à celle de Shining par exemple, dans laquelle la tension augmentait progressivement au cours du film. Ce qui est intéressant parce que sur le fond, c'est 2 films qui se ressemblent beaucoup. Si vous me croyez pas, regardez ces 2 plans. J'aurais du mal à croire que ça ne soit pas fait exprès de la part de Kubrick, de faire écho à un de ses films précédents. Shining, c'était le danger de trop se rapprocher de sa famille, de confondre le travail et la vie de famille. Et Eyes Wide Shut, c'est exactement l'inverse, c'est le danger de trop s'éloigner de sa famille, d'être attiré par ce qu'il y a dehors. Et si on regarde bien les 2 plans que je viens d'évoquer, on remarque qu'ils interviennent juste après un moment où les 2 hommes ont presque perdu leur virilité. Et je lisais justement une phrase de Simone de Beauvoir récemment, qui disait que personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Et je me suis dit que c'était une phrase qui résumait très bien les 2 films. Mais dans le premier, la différence, c'est que dans le premier, on a un homme qui devient fou, et dans le second, qui devient moins gravement idiot à partir du moment où il se sent trompé. Et on retrouve l'idée que la peur peut être aussi très proche du domicile familial, que sous des apparences parfaites, on peut trouver de la colère, et un monde autour de nous dont nous n'avons pas conscience. C'est les yeux fermés dans le titre. Et c'est un titre que j'aime beaucoup parce que il peut renvoyer à plein d'idées différentes. Et c'est pas le cas sur les autres films de Kubrick. Ça peut être à la fois les yeux fermés du héros en rapport à sa situation familiale, en rapport à sa femme précisément, ou alors sur une société qui l'entoure et qui l'ignore. Ça peut être aussi le fait de rêver, tout simplement. Quand on rêve, on a les yeux fermés. Et ça peut être le choix qu'il fait à la fin, de fermer les yeux sur tout ce qu'il a vécu et de continuer à vivre. Et puis il y a aussi ces masques lors de la soirée, qui sont une métaphore des masques que l'on porte au quotidien, qui masquent nos pulsions, nos désirs, nos fantasmes.
C'est la femme du héros d'ailleurs qui lui ouvre les yeux sur le fait qu'elle aussi a des fantasmes. Ce qui est intéressant, c'est la remarque qu'elle lui fait dans la toute première scène, quand il se prépare et qu'elle lui dit « You're not even looking at it », qu'on peut traduire par « Tu n'as même pas regardé ». Ça aussi, ça fait référence au titre. C'est un personnage qui, comme le dit Tom Cruise lui-même, prend son mariage pour acquis et ne regarde même pas sa femme. Et comme dans chaque Kubrick, surtout à partir de 2001, on a une vraie distinction entre l'apparence et le vrai fond des choses. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que le vrai fond des choses, en ce qui concerne leur couple, va vite se déliter. On voit rapidement apparaître des failles dans leur mariage, dès la scène du bal, et pour une bonne raison, c'est parce qu'en réalité, leur couple, c'est pas le vrai problème du film, c'est la problématique certes, mais le vrai problème, c'est ces amis qu'ils ont, chez lesquels ils vont à une réception, cet univers mondain qui, en fait, sous une apparence civilisée, cache ses vices. Et au cours du film, il y a toujours l'apparence des choses, et un fond qui prend de plus en plus d'importance. J'ai remarqué ça quand il va régler sa note chez le vendeur de costumes. Il y a d'un côté l'argent qu'il doit lui rendre, ça c'est l'apparence, c'est ce qui intéresse surtout le vendeur à ce moment-là, mais il y a cette histoire avec sa fille qui fait écho à ce qui s'est passé la veille, et qui a plus d'importance aux yeux du héros, et à nos yeux aussi d'ailleurs. Et on peut dire que dans la première partie, le héros s'intéresse à l'apparence des choses. Par exemple dans cette scène-là justement, la veille c'est pas du tout quelque chose qui l'intéressait, il s'intéressait purement au costume et pas du tout à l'histoire avec sa fille. Et dans la seconde partie, il va ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure, et s'intéresser au vrai fond des choses, et d'ailleurs nous aussi. Il y a plein de choses qu'on revoit différemment d'ailleurs, notamment le fait que quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait logique que Ziegler, le riche patient de Bill, chez qui ils sont reçus au début, soit présent à l'orgie, quand on sait que le pianiste à sa soirée est le même que celui lors de l'orgie. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il précise à la fin, que c'est lui qui l'avait recommandé. Et comme le dit le personnage interprété par Sidney Pollack, Bill joue dans la cour des grands. On a une vraie réflexion sur les différents milieux sociaux. D'ailleurs, c'est la seule dans le cinéma de Kubrick avec Barry Lyndon. Mais Barry Lyndon, c'est le XVIIIe siècle, et là, c'est le présent. On retrouve tout au long du film plein d'éléments qui montrent l'impossibilité de Bill de rejoindre ce milieu social, alors que lui-même est plutôt aisé financièrement. En tout cas, on l'imagine. Il est docteur et vit dans un appartement new-yorkais assez grand, alors que sa femme cherche du travail. Mais Ziegler appartient à une certaine caste, qui s'apparente un peu à une secte aussi. Et d'ailleurs, je trouve assez fou que l'église de Scientologie dont fait partie Tom Cruise l'ait laissé jouer dedans, parce qu'il y a un vrai rapport à ces sectes. Et d'ailleurs, je pense que Kubrick a choisi Tom Cruise au moins en partie pour ça. Et il y a même un lien avec l'actualité récente. Je sais que quand j'ai entendu parler de l'affaire Jeffrey Epstein, j'ai immédiatement pensé à Eyes Wide Shut. C'est ce monde ultra riche qui n'a plus de morale et qui n'a plus de limites, ce qui va se traduire par un désir sexuel immodéré. C'est quelque chose qu'on retrouve très bien dans le film, avec un personnage qui, en plus de ça, retourne toute la situation. Quand la jeune femme, à sa soirée, fait une overdose, on suppose pendant un acte sexuel avec lui. Lorsqu'elle se réveille, il lui dit qu'elle a de la chance pour dire qu'elle n'est pas morte, qu'elle a de la chance de pas être morte, et elle-même s'excuse d'avoir fait une overdose, ce qui est fou, parce que c'est lui qui la blâme, alors que lui trompe sa femme qui est présente à la fête, on les a vus quelques minutes plus tôt ensemble. Et c'est pareil ensuite pour la soirée d'orgie. Ce qui est incroyable, c'est comment on retourne toute la situation. C'est Bill le coupable de la soirée, ça n'est même pas Ziegler qui se sent coupable de ce qu'il a fait, ou de ce à quoi il participe. Et pourtant, il est gêné de lui dire au début, il sait pas trop comment commencer la conversation, ce qui montre bien que c'est pas anodin d'ailleurs, qu'il y a une certaine gêne chez le personnage, mais il n'y a pas de honte. Et finalement, la faute de Bill dans cette soirée, c'est d'avoir été ignorant ou trop curieux peut-être, ce qui est sans doute pas la plus grave dans cette histoire. C'est à mon goût moins grave d'être ignorant ou curieux que manquer à ce point de morale. Et c'est un baisser de rideau pour Kubrick qui a aussi un côté très théâtral. D'ailleurs, on peut aussi voir dans cette orgie une bacchanale, dans le sens romain du terme, c'est-à-dire un synonyme d'orgie tout simplement. Et si on regarde le sens grec du terme, on peut y voir l'origine du théâtre. Et d'ailleurs, Ziegler aimait l'idée que tout cela était joué en fait, que c'était un simulacre. Et en fait, c'est une impression que l'on a pendant tout le film, cette sensation de fausseté, de rêve,
qui apparaît dès le moment où ils quittent leur appartement, et on a un film qui renforce cette sensation par le fait que tout se passe dans un temps très réduit. D'ailleurs, si on accepte ces 3 premiers films, c'est l'histoire qui se passe dans un temps le plus réduit, avec Dr. Folamour. Sinon, c'est que des histoires qui se passent sur plusieurs mois, et là, c'est au plus 4 jours, je crois. Et globalement, ça se passe très vite. L'essentiel des séquences dramatiques, c'est durant une seule nuit, pendant laquelle va s'enchaîner des scènes de plus en plus invraisemblables. Et même au niveau des décors, c'est quelque chose que dit Martin Scorsese dans le documentaire sur Kubrick, Life in Pictures. On est à New York, sauf qu'en fait, tout est tourné dans les studios à Londres, et c'est assez surprenant quand on découvre le film d'ailleurs, parce qu'on se croirait vraiment pas en studio. Mais d'un autre côté, comme je le disais, Scorsese dit qu'on n'est pas non plus complètement à New York. Pour le coup, je lui fais confiance là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on voit spécialement, mais c'est quelque chose qu'on ressent. C'est comme si c'était New York, mais un New York dans un rêve. Et le rêve, pour le coup, c'est un élément important du récit. C'est pas ma perception de spectateur qui va imaginer qu'on est dans un rêve, mais c'est une idée qui est plutôt explicite dans le film. D'ailleurs, quand il rentre chez lui, après la séquence de l'orgie, sa femme est en train de rêver, et elle lui explique son rêve ensuite, qui a vraiment un parallèle avec ce qu'il a vécu quelques temps plus tôt. Et d'ailleurs, il est très intéressé par ce rêve, c'est lui qui lui pose plein de questions, et plus tard, à la toute fin, Alice lui dit qu'ils devraient tous les deux être reconnaissants d'avoir réussi à survivre à leurs aventures, qu'elles soient réelles ou un simple rêve. C'est comme si finalement, le rêve d'Alice était un avertissement, comme si les personnes concernées avaient réussi à pénétrer jusqu'au rêve de sa femme. Et il y a aussi l'idée que Kubrick introduit des éléments familiers dans le récit. Par exemple, le fait que le héros est docteur, ce qui était la profession du père de Kubrick, et ce qui est quelque chose qui semblait beaucoup intéresser Kubrick. Il était, paraît-il, très sensible aux gens qui étaient malades autour de lui, très concerné par la santé. Il y a aussi le fait que l'homme qui drague plutôt ouvertement Alice au début se présente comme hongrois, qui est l'origine de Kubrick, en tout cas l'origine de ses parents, alors que l'acteur lui-même est allemand. Et surtout, il y a le fait que Nicole Kidman est coiffée dans le film comme la femme de Kubrick, et elle porte aussi les mêmes lunettes. C'est une chose qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai revue récemment. Elle ressemble beaucoup à sa femme, Christiane Kubrick. Et donc, comme dans un rêve, on a cette confrontation entre des éléments familiers, des éléments étrangers qui sont associés. Et on a cette attraction et répulsion pour ce qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qu'on retrouve avec la couleur, par exemple. La couleur, c'est un élément très important de la mise en scène dans Eyes Wide Shut. Elle raconte beaucoup de choses. On a une opposition, par exemple, entre le bleu et le jaune. Le jaune qui représente plutôt le familier, et le bleu qui représente l'extérieur, le danger. C'est quelque chose qu'on retrouve ici, par exemple. On a les personnages qui sont éclairés par des lumières chaudes, essentiellement jaunes, et en fond, on a cette lumière bleue qui provient de l'extérieur, et qui est une sorte de danger qui les guette. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi très bien dans cette scène, dans laquelle Bill retrouve pour la seconde fois son ancien ami de l'école de médecine, qui est devenu pianiste. Si on arrête sur ce plan, on remarque qu'on a principalement 4 couleurs. Le jaune, qui est essentiellement sur la table, c'est la bière et la petite lampe. On a le bleu derrière, celui du néon, qui éclaire la droite de son ami Nick Nightingale. On a aussi le vert, qui est celui du sapin. Et enfin le rouge, celui du rideau en fond. Et chacune de ces couleurs est présente sur le sapin, et un peu partout à travers la pièce grâce à des guirlandes de Noël. Et donc ce qu'on a, si on traduit le sens, c'est le jaune qui se retrouve entre les deux personnages et qui représente leur amitié. C'est ce qu'il y a entre eux, ce qui les relie, c'est leur amitié. C'est quelque chose de familier en tout cas. Et en fond, on a ce danger, ce bleu que représente aussi la rencontre entre les deux anciens amis. C'est ça qui va initier le danger. Le rouge, c'est la couleur de presque tout dans le film. C'est celle du lit du couple, d'abord, et de l'objet sur lequel sont assis presque à chaque fois les personnages. C'est aussi la couleur qui ressort de presque chaque sapin à l'entrée de nombreuses pièces, ou de la porte d'immeuble de la jeune prostituée, ou encore celle de la voiture qui emmène le personnage à la soirée. C'est une couleur que je sais pas tellement comment interpréter, honnêtement. Je sais juste qu'elle est partout, et qu'elle est souvent associée au vert, qui pour le coup, là, représente clairement la mort pour Kubrick. Pas seulement dans Eyes Wide Shut d'ailleurs, on a aussi ça dans 2001, dans Shining.
Là, on la retrouve quand il va rendre visite à un de ses patients morts, ou dans la pièce dans laquelle la jeune femme a fait une overdose, et donc frôle la mort. Et même lorsqu'il apprend sa mort, la mort de cette jeune femme, il se rend dans un bar dont les lumières extérieures sont vertes. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que quand il rentre chez lui, après la soirée, les couleurs sont inversées, parce que le danger a pénétré son domicile familial. Et au-delà de tout ça, je voulais terminer en parlant de ce qui est peut-être le vrai fond du film. C'est cette relation entre l'homme et la femme, qui est exploitée ici peut-être plus que dans n'importe quel autre Kubrick. Pour une bonne raison, c'est que c'est la première fois dans son cinéma que la femme répond vraiment à l'homme. Jusqu'ici, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, la femme c'était essentiellement la victime silencieuse dans ses films. Et là, elle a une parole, et une parole qui est plutôt importante d'ailleurs. Il y a une scène de longue discussion entre les deux personnages principaux, une des plus longues du film, presque 15 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être 15 minutes uniquement de dialogue, ce qui est rarissime dans ces films. Il y a peut-être juste dans Docteur Folamour, mais qui avait déjà un côté très théâtral, qu'on pouvait déjà trouver autant de dialogues en 15 minutes. Mais globalement, dans les films de Kubrick, il y a très peu de discussions, et c'est généralement des films qui mettent en avant l'échec de la communication. Dans Lolita, elle lui cache des choses, ce qui va entraîner la folie du héros. Dans Docteur Folamour, justement, c'est l'impossibilité d'un dialogue avec l'ennemi, parce qu'il est ivre, ou avec ses propres troupes qui sont injoignables. Dans 2001, c'est l'échec de la communication entre humains et ordinateurs, entre différentes catégories de la population dans Orange Mécanique, entre le héros et sa femme dans Barry Lyndon et Shining, et d'une certaine manière entre deux camps ennemis dans ces films de guerre. Et plus globalement, on a une réflexion donc sur la relation entre l'homme et la femme, mais on a aussi dans ce couple un déséquilibre, parce qu'elle semble comprendre beaucoup plus de choses que lui, et que tous les hommes dans le film d'ailleurs. Par exemple dans la scène du bal au tout début, là où on a l'impression qu'elle se moque un peu de son cavalier avec lequel elle danse, lui semble plus engagé par les deux femmes qui lui font du charme, et il part par obligation, parce qu'on l'appelle, en disant en plus à suivre ou à poursuivre. On a cette impression qu'elle joue et que lui subit. Et d'ailleurs, à la fin de la scène, elle part, contrairement à son mari, en refusant les avances de son cavalier, et elle lui parle d'ailleurs à ce moment-là comme un enfant capricieux. Et si on voulait résumer le film, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est un film dans lequel l'homme désire toujours, mais ne jouit jamais, parce qu'à chaque fois, vraiment à chaque fois, il est coupé dans son élan. Et à propos des avis sur le film à sa sortie, et des critiques négatives qui ont été assez nombreuses, je crois, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je suis tombé récemment sur une vidéo sur YouTube dans laquelle on critiquait donc Eyes Wide Shut, et tout le monde le critiquait négativement en fait, et je m'aperçois à ce moment-là que c'est essentiellement, c'est entièrement d'ailleurs, des hommes qui donnent leur avis, et juste au moment où je pense ça, ils donnent la parole à des spectateurs, et là ça confirme totalement ce que j'ai pensé. Les hommes n'ont pas aimé, ils ont trouvé qu'il y avait trop de sexe, que c'était trop dénaturé comme film, et toutes les femmes, sans exception, ont trouvé le film très subtil, qu'il y avait plusieurs degrés de lecture. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle parce que ça montrait bien que ces hommes n'arrivaient pas à faire leur autocritique, et je pense que c'est surtout très gênant pour l'homme de ne pas réussir à jouir de son désir pendant le film. C'est un film qui laisse une place importante aux femmes, à une en particulier d'ailleurs, mais qui ont toutes le point commun d'être les victimes des hommes dedans. On a par exemple la présence de prostituées, et c'est la meilleure manière d'incarner cette idée. Il n'y a pas plus victime du désir des hommes que les prostituées. Et c'est aussi, surtout, une femme qui prononce le dernier mot dans le film. Le dernier mot dans un film de Kubrick. Quel honneur. Et c'est pas n'importe quel mot, c'est le mot fuck. C'est la morale d'ailleurs, que ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est baiser, pour traduire le mot. C'est à la fois la morale du film, donc, et en même temps, c'est un mot qui, je trouve, convient très bien au cinéma de Kubrick. C'est un mot qu'il a dû dire à travers ses films aux gens qui ne croyaient pas en son cinéma tout au long de sa carrière. Et je voulais terminer en parlant de quelque chose dont on parle peu dans son cinéma, je trouve, et qui pourtant a une place très importante, qui a un lien en plus avec la relation homme-femme et avec la communication plus généralement, et même avec la musique. C'est la danse.
dont on parle pas beaucoup, mais qui a une vraie importance dans son cinéma. La valse, c'est la musique et la danse qui ouvrent et clôturent ce film, son dernier donc. C'est aussi celle qu'on retrouve dans Les Sentiers de la Gloire, avec les généraux, en contraste avec la guerre, ou dans 2001, avec le mouvement en orbite des objets dans l'espace, une des utilisations les plus connues de la valse au cinéma d'ailleurs. Et c'est aussi la danse classique dans Le baiser du tueur, ou le bal qu'on retrouve aussi dans Eyes Wide Shut, dans Lolita et même dans Shining. Enfin bref, la danse chez Kubrick, c'est partout, c'est lié aussi au mouvement de la caméra, et c'est une manière civilisée d'exprimer ses pulsions animalières, parce que c'est peut-être pas si anodin que ça. C'est l'une des premières images d'archives sur Kubrick, est une vidéo de lui dans laquelle il danse. Voilà, c'est tout pour cette série sur Kubrick, que j'ai vraiment adoré faire à chaque minute. C'est toujours un grand plaisir de voir tous ces films, en plus dans l'ordre. C'est quelque chose de très intéressant pour chaque réalisateur, mais avec lui c'est d'autant plus pertinent. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, c'est vraiment le plus important. Surtout que c'est déjà des films qui ont été étudiés des milliers de fois, des millions de fois même. Donc j'espère ne pas avoir répété ce qu'on peut déjà entendre partout. Et donc je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise à la fin de la vidéo. Alors il n'y aura pas de musique cette fois-ci, mais un petit montage de 5 minutes sur les films de Kubrick. Voilà, c'est un petit kiff perso, une sorte de bonus de fin de rétrospective. Et je voulais aussi vous remercier, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on vient juste de passer les 50 abonnés. Alors c'est peut-être pas les millions qu'ont certains, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Donc ça fait hyper plaisir et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite évidemment à le faire. Et je vous laisse là-dessus, et je vous dis à très vite.